être capable de faire avancer la... Ah, et voilà. Est-ce que tout le monde, donc, vous voyez à l'écran la deuxième slide? Hein? C'est ça, tout le monde peut voir. Alors, ce soir, on va avoir 4 parties. La première partie, il y aura une mise en contexte de notre animatrice et de son invité. La deuxième partie, il y aura une présentation du sujet de discussion choisi par Sarah Filion et un partage sur des questions précises. Donc, si des gens dans l'assistance ou si des gens sur Zoom veulent s'exprimer, c'est la soirée pour le faire. Troisième partie, France Rochon pose des questions aux participants. Alors, il y a des sujets qui l'interpellent et elle veut vous en parler et ouvrir le dialogue avec les participants aujourd'hui. Et il y aura une période de questions ouvertes s'il y a des choses en particulier sur la thématique de l'amour et l'estime de soi qu'on n'aurait pas couvert. Alors, nous demandons évidemment d'essayer de garder vos interventions à l'intérieur de 3 minutes pour permettre à tout le monde de s'exprimer. On va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse poser des questions et recommencer. Donc, posez-en plus qu'une. Vous n'êtes pas obligé de vous réserver. Levez la main avant d'intervenir, qu'on puisse voir qui veut parler. Et juste rappeler que les opinions exprimées ne sont pas des diagnostics, évidemment. Les commentaires et les opinions servent à ouvrir le dialogue et à trouver des pistes de solutions. Alors, je vous souhaite à tous bonne discussion et n'hésitez pas surtout à nous poser des questions au fur et à mesure de la soirée. Alors, pour l'instant, je laisse donc la parole à Sarah, qui a son micro elle-même et qui va vous va vous donner certaines définitions qui vont permettre de bien encadrer les discussions de ce soir. Alors, Sarah Filio, sexologue, bien contente qu'elle soit ici avec nous ce soir. La parole est à toi. Merci, Catherine. Moi, je voulais commencer en fait par définir c'est quoi l'estime de soi. Je pense que c'est important de différencier l'estime de soi de l'image corporelle. L'estime de soi, c'est la perception que les personnes ont de sa propre valeur. C'est global, hein, l'estime de soi. Je peux avoir une bonne estime de soi par rapport à mes capacités cognitives, mais avoir une moins bonne estime de moi par rapport à mon travail, par exemple. Avoir une estime de moi par rapport à mon corps, puis une moins bonne par rapport à mes qualités en tant qu'amoureuse. C'est global, oui, c'est ça. Puis ce qui est important, en fait, c'est que tout le monde a une valeur égale. Hein? Donc, moi, je dirais que la valeur de tout le monde est faite à 1, comme par exemple. Et tout le monde est à 1. Il n'y a pas une personne qui a une valeur à 0, il n'y a pas une personne qui a une valeur à 2. Tout le monde a la même valeur, mais après ça, c'est la perception qu'on a de sa valeur qui change d'une personne à l'autre. OK, là, il était fermé. Ah, c'est bon. Bon. Ben, on a entendu un peu. En ligne, oui, merci en ligne. On a dû entendre un peu. Tu peux recommencer. Super. Bon, c'est ça. Ça va être bien expliqué. Je recommence. Oui. Donc, c'est ça. Moi, ce que je trouvais important, en fait, c'est de définir c'est quoi l'estime de soi versus l'image corporelle, qui sont deux thèmes qu'on mélange souvent. L'estime de soi, c'est vraiment la perception qu'une personne a de sa propre valeur. Donc, c'est le jugement global, en fait, d'une personne envers elle-même, selon le type psychomédia. Fait que ça va vraiment... C'est global. Donc, oui, pardon. Je suis un peu stressée. Donc, oui. Global. Donc, c'est vraiment selon les différentes composantes, en fait, à l'estime de soi. Tu sais, je peux me trouver compétente dans mon travail, mais je peux me trouver moins compétente par rapport à mes capacités sociales. Je peux me trouver compétente par rapport au sport, mais moins par rapport aux sciences, par exemple. C'est vraiment un terme très, très large, l'estime de soi, puis il y a vraiment plusieurs choses à l'intérieur. Puis, l'image corporelle, en fait, ça rentre dans l'estime de soi. C'est comme l'estime de soi en large, puis en dessous, il y a l'image corporelle. L'image corporelle, c'est la perception d'une personne de son propre corps. Ça définit, en fait, sa manière de se sentir dans son corps et ce qu'elle ressent quand elle y pense. Donc, une image corporelle positive, ça serait une personne qui aime son corps tel qu'il est. Ça, c'est pas facile, là. C'est pas tout le monde. Ça, c'est vraiment les deux définitions que je voulais différencier. Donc, l'image corporelle rentre dans l'estime de soi. Puis en fait, il y a différentes approches par rapport à l'image corporelle. Donc, on a tous et toutes ici déjà entendu parler du body positivity, qui est super populaire sur les internets, qui a été très important. En fait, le body positivity, au départ, c'était pour les personnes grosses, surtout pour défendre l'idée selon laquelle, quand on est gros ou grosse, on a une valeur moins grande ou on est moins belle.
Mm. Le body positivity Ouais, on est n'entend super pas, important. je pense. C'est rééteint. Il est encore là. Vas-y, Ben, très bien, mais continue parce qu'ils ils ont dû Vas-y, entendre quand oui. même une partie. C'est ça. Donc, le body positive, c'est un mouvement social qui déconstruit les standards de beauté, puis qui dit un peu que tous les corps sont beaux, peu importe la race, peu importe la forme de son corps, peu importe sa capacité corporelle. Puis ça, on se focus sur la fonction du corps. Donc, en fait, le corps, il permet de me déplacer, le corps, il permet de ressentir des sensations, et tous les corps sont beaux. Mais il y a des critiques, en fait, envers le body positivity, c'est que déjà, ben, c'est Moi, je ça a vraiment fait du bien pour elle. C'est ça. Alors, les critiques au body positivity, c'est déjà ben, que c'est difficile pour tout le monde de s'aimer complètement tout le temps. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, ben, c'est pas vrai que tous les corps sont nécessairement tout le temps beaux. Je pense à l'acné, par exemple. Oui, on veut pas dire qu'une personne qui a de l'acné dans le visage est moins propre. On veut défaire cette idée-là, ce standard de beauté-là, puis c'est pas réaliste que personne n'ait jamais d'acné. Mais c'est un peu difficile de dire à une personne qui a beaucoup d'acné dans le visage qu'elle est belle. C'est tout le temps. Qu'elle serait jolie avec son acné. Fait que c'est pour ça. Fait qu'il y a eu beaucoup de critiques sur le body positivity. Puis ça a été aussi beaucoup repris par le marketing, le body positivity. On pense aux publicités de Dove qui montrent plusieurs femmes de différentes formes, de différentes couleurs. Fait que ça a été repris par le marketing, puis c'est pour ça que maintenant, on se questionne un peu à savoir si c'est vraiment la meilleure manière de se percevoir. Ça a été très utile, je le rappelle, très, très utile, mais on le déconstruit un peu. C'est ce qui m'emmène en fait au body neutral, donc être neutre par rapport à son corps. Parce que beaucoup de personnes ne sont pas capables d'un beau matin se lever puis se trouver beau ou belle en se regardant dans le miroir. C'est un gros processus, ça prend énormément de temps. Fait que la première étape, ça serait d'abord d'être neutre par rapport à son corps. Fait que de le percevoir tel qu'il est. Mon corps, il est comme ça. Puis j'essaie pas de le percevoir de manière positive, puis j'essaie de le percevoir de manière moins négative. C'est ça le travail qu'on essaie de faire. Puis encore une fois, de se concentrer sur à quoi il me sert mon corps. Ben, mon corps, il me permet de me déplacer. Mon corps, il me permet de ressentir des sensations. Mon corps, il me permet de manger, de goûter à de la nourriture, donc de rester le plus neutre possible. Ce serait un peu la première étape avant d'arriver à de l'acceptation de son corps, donc au body acceptance. Fait que le body neutral, c'est vraiment de tolérer, en fait, son corps tel qu'il est, d'apprendre à être neutre envers son corps. Puis ensuite, on arriverait au body acceptance, donc d'accepter son corps tel qu'il est. Donc, vous voyez un peu la différence avec le body positivity où on aime son corps peu importe comme il est. C'est vraiment d'être dans le positif, dans l'aimer, ce qui n'est pas toujours réaliste, réalisable. Donc, on essaie plutôt d'aller vers une acceptance de son corps. Ben oui, mon corps, il est comme ça. Mon nez, il est comme ça. Mes cheveux, ils sont comme ça. Mon corps a telle capacité, etc. C'est vraiment ça qu'on essaie d'avoir. Puis on essaie de faire attention, en fait, aux pensées négatives qu'on a envers son corps. Parce que c'est ça, en tout cas, les pensées, on les contrôle pas. Hein, c'est notre cerveau qui nous envoie des procédés chimiques dans notre tête. C'est pas vraiment nous. Fait que quand je me regarde dans le miroir puis que mon cerveau, il me dit « T'es bien laide aujourd'hui », ben, il faut apprendre à le regarder et être comme « Wow, minute. C'est pas vrai. Personne m'a dit ça. » Puis je peux la déconstruire puis la mettre à la poubelle, cette pensée-là. C'est vraiment d'avoir un regard critique sur ces pensées. Ben, écoute, c'est toutes vraiment des choses très intéressantes. France, toi, sur ces concepts-là, est-ce que tu as des choses que tu aimerais rajouter? Je pense qu'elle a touché vraiment les points intéressants. C'est vrai que ça se fait, l'acceptation de son corps, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un travail de plusieurs années. Moi, c'est surtout ça que j'aimerais dire comme premier point. C'est vrai que on se met beaucoup de pression face à qu'est-ce qu'on voit dans les médias. Puis c'est sûr que malheureusement, dans les médias, on voit rarement une personne en situation de handicap. Alors, on n'a pas de modèle. Alors, on est laissé un peu à nous-mêmes face à ce côté-là de body acceptance puis body positivity. Alors, c'est sûr que je comprends que c'est difficile pour nous de ce côté-là de se projeter puis même, c'est sûr, d'avoir un certain modèle face à notre propre corps. Tout à fait. Oui, très bon point. Donc, prochaine slide, si on peut. Je pense que je vais avoir besoin de la souris. Ah. Mais
Voilà. Donc, par rapport aux questions, par exemple, quels sont les impacts de l'estime de soi sur sa santé, Sarah? Quels seraient... Oui, c'est ça. oui. Ben, l'estime de soi, ça a un gros impact sur la santé mentale, déjà. Puis ça a un impact aussi sur la manière dont on fait face aux difficultés. Si j'ai une moins bonne estime de moi, ben, il y a moins de chances que j'aille chercher de l'aide, que j'aille parler à des gens, que je m'entoure de personnes positives autour de moi, parce que je vais avoir plus tendance à m'isoler, par exemple. C'est vraiment ça. Mm. Ça fait aussi c'est ça, qu'on se doute de sa capacité, puis qu'on fait moins confiance aux autres. Donc, en amour, par exemple, ben, si j'ai une moins bonne estime de moi, mais souvent, ma valeur va dépendre du regard de mon ma partenaire. Mhm. Ça peut être un peu dangereux parce que si le regard est envoyé négativement, mais là, mon estime de soi s'écroule encore plus. Puis ça fait aussi qu'on peut être plus sujette à vivre des relations qu'on dit inégalitaires ou abusives ou de la violence conjugale quand on a une moins bonne estime de soi. Les relations toxiques qu'on Ouais. appelle. Parce que justement, on sent on a moins de valeur que la personne avec qui on est. Alors, ouais. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui ont soit des expériences à partager sur ça ou qui voudraient poser des questions en fonction de cet impact-là de l'estime de soi sur la santé? Donc là, je m'adresse particulièrement aux gens qui sont pas dans la salle, mais bien dans la salle Zoom. Ça va? Alors, on enfile. L'autre question, je ne la vois pas. Ah, je la vois. Quels sont les facteurs pouvant influencer l'estime de soi d'une personne? Oui, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses là, qui peuvent influencer l'estime de soi et l'image corporelle. Mais déjà, pour moi, l'image corporelle est un peu la composante de l'estime de soi la plus grande, qui a le plus d'impact, je crois. Parce que c'est un peu l'image qu'on renvoie aux autres et donc ce qu'on reçoit des autres. Fait que je pense que c'est ce qui a le plus d'impact. Fait que la première chose, c'est l'éducation. Si j'apprends pas à être critique face aux images que je vois sur les réseaux sociaux, si j'apprends pas que la plupart du temps, il y a des filtres, il y a une manière de se positionner pour mettre de l'avant la beauté de la personne, ben, je pourrais croire que les photos que je vois, les personnes sont réalistes, en fait. Que je devrais atteindre ces critères de beauté-là qui sont absolument pas réalistes du tout, là. Fait qu'il y a l'éducation beaucoup. Le manque de représentation de vrais corps dans les médias sociaux, tu l'as déjà dit, France, le fait qu'on voit très, très peu de personnes en situation de handicap sur les réseaux sociaux font qu'on peut penser qu'on est moins joli. Ouais, même dans les séries, même dans les films, même dans les revues, pas juste les réseaux sociaux, mais un peu partout, tu sais, c'est ça, ouais. Ouais, dans les médias, très bon point. Dans les films, surtout, des représentations réalistes. Parce que souvent, même s'ils vont mettre une personne en fauteuil, par exemple, ça va être une personne très jolie. C'est qu'il n'y aura pas nécessairement une paralysie cérébrale. Ça a été souvent mon petit point que j'aime pas, c'est que on met toujours, excusez-moi, mais la personne en situation de handicap, on dirait la moins handicapée. Tu sais, alors je me dis, OK, on n'est pas toutes non plus comme ça, là. C'est ça. Donc, le manque de représentation, les standards de beauté réalistes, c'est assez évident, là. Puis les modèles qui changent constamment aussi, il faut penser que les modèles de beauté sont constamment en train de changer. Présentement, là, on le voit avec les Kardashians, c'est vraiment comme les hanches très, très larges, la taille très, 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 très petite et la poitrine grosse, qui n'est pas du tout réaliste. Mais il y a 20 ans, dans les années 2000, c'était ce qu'on appelle les très, très maigres. Là. C'était les heroin girls, je pense qu'on appelait ça. Fait que des personnes qui ont l'air de prendre l'héroïne, fait que meg. Puis ça change énormément. Si vous faites une recherche Google, modèle de beauté à travers les années, c'est super intéressant de voir à quel point ça change. Donc, c'est pour ça que c'est absolument pas réaliste d'y correspondre, parce que moi, en 10 ans, je peux pas changer mon corps tout le temps pour correspondre à ces modèles de beauté-là. Là. Fait qu'il y a ça. L'environnement familial, donc ça va un peu avec l'éducation, mais si j'ai été maltraitée à l'enfance, si mes parents faisaient tout le temps des commentaires sur mon corps, sur mes capacités cognitives, sur mon intelligence, sur le fait que je n'étais pas bon ou bonne à l'école, ben ça va avoir un impact sur mon estime de moi plus tard. Le fait de vivre de l'intimidation aussi. Puis même, j'ajouterais même ton réseau autour de toi, tes amis. Est-ce que tes amis t'acceptaient? Est-ce que tu avais vraiment un réseau social, amical, positif, ou tu étais quelqu'un de plus
comme on dit, isolé à la maison, parce que ça Mm. aussi, ça joue, veut pas, sur ton estime de soi aussi. Puis de comment que toi, tu te vois, parce que si tes amis t'invitent pas à la fête, toi, tu vas dire, ah, bon, c'est ça, je suis pas assez fine, je suis pas assez belle. Bon, alors, bon, on connaît toutes les autres, Mm. c'est ça. Très bon point, parce que souvent, les personnes en situation de handicap physique ou même intellectuel sont plus isolées à la maison, jeunes, vont pas à l'école nécessairement avec tout le monde. Fait que ça a un gros impact là, à la base. Tu pars un peu en arrière là, par rapport à ça. Mm. Je continue. Le genre, donc, tu sais, on le sait, là, parce que moi, j'ai une approche féministe là, dans ma pratique, puis on sait que le genre va avoir un impact parce que souvent, la valeur d'une femme est plus souvent attribuée à son apparence physique, un peu plus que les hommes, là. Mais ce qui est un peu différent avec les personnes en situation de handicap, parce que souvent, elles sont considérées comme étant asexuelles, donc on donne un peu moins d'importance à l'apparence parce qu'elles sont considérées asexuelles. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord avec Je suis très d'accord C'est avec toi. intéressant, voir Puis les vraiment, échanges. tu me le mets dans, comme on dit, dans la face, là, mais c'est un très bon point, puis c'est vrai, je suis d'accord. C'est ça. Fait que oui, le genre, là, l'apparence est plus important pour les femmes. Faire partie d'un groupe marginalisé, tout Aussi. simplement. Mm. Donc, par rapport aux axes d'oppression, là, fait que le sexisme, le capacitisme pour les personnes en situation de handicap, le racisme, être une personne noire est déjà considéré comme quelqu'un de moins beau ou belle, parce que le modèle, c'est les personnes blanches. Une personne trans Mm. rentre pas dans les canons de beauté de base parce qu'elle a dû passer par une puberté qui n'était pas associée à son genre, etc. Fait que les axes d'oppression ont un gros impact là-dessus, surtout sur l'estime de soi, encore plus parce qu'on parle de stress minoritaire. Quand on fait partie d'un groupe minorisé, on vit du stress minoritaire. Si je suis une personne noire, je vis du racisme un peu à tous les jours. Je me fais regarder quand je vais dans l'épicerie par le garde de sécurité. Donc, j'intériorise que j'ai moins de valeur. Ça commence très jeune, là. Il paraît que les enfants, dès 3 ans, comprennent très bien qu'en étant gros ou grosse, on est moins désirable. Dès 3 ans, là. 3 ans. C'est terrible. Mm. Ça. Les anciennes relations amoureuses, si j'ai vécu des relations abusives, évidemment que je pars loin dans l'estime de soi puis dans l'image corporelle, parce que souvent, c'est des techniques qui vont être utilisées pour rabaisser. Mhm. L'isolement social et physique. Donc, l'isolement social pour les personnes avec des handicaps intellectuels qui sont très différentes des autres. Et l'isolement physique des personnes en situation de handicap physique qui ne peuvent pas accéder au café, à certains restaurants, aux musées, aux écoles. Exactement, à cause des barrières architecturales qu'on n'a pas accéder. Alors ça aussi, ça fait que on se trouve plus isolé, incapable de socialiser comme tes autres amis. Bon, ça aussi, c'est un gros facteur aussi. Ouais. L'isolement est clairement un gros facteur sur l'estime de soi. Puis aussi, j'apporte mon petit point de gauche, mais le capitalisme, le marketing a un gros impact aussi parce que pour vendre, ça, c'est très prouvé, ils le savent depuis des années, tu vends à des gens qui se sentent pas bien dans leur peau et dans leur tête. Tu vends beaucoup plus à quelqu'un qui a des besoins. On t'invente des besoins, en fait, et on te vend beaucoup plus. Donc, le marketing a tout à gagner en te faisant sentir comme, pardonnez mon langage, du caca. Plus tu te sens caca, plus que tu vas dépenser. Fait ils font exprès un peu, là, ça fait partie de ça. Ça fait partie. Ça serait pas mal ça là, pour les causes un peu. Puis mon point là-dedans, mon espèce de conclusion, c'est qu'on n'est pas tous égaux face à l'estime de soi puis face à l'image corporelle, là. Beaucoup de gens partent en arrière, comme je dis. On parle beaucoup du pretty privilege. Fait que si je suis une personne jolie, ben j'ai un privilège. Je suis plus souvent écoutée, je suis plus souvent acceptée, j'ai plus de chances de me trouver des partenaires amoureux ou sexuels. Ils disent que le salaire, Oui. ça a été prouvé. En tout cas, ça a été prouvé que quelqu'un qui est plus belle, qui va avoir un meilleur salaire que celle qui supposément est moins jolie. Alors, C'est incroyable. ouais. C'est tous les types de discrimination, finalement, qui s'ajoutent un après l'autre. C'est un problème social, en fait, Ouais, l'estime ouais, de ouais. soi. C'est pas tant individuel. Il y a une partie individuelle. Comme je dis, l'éducation, il faut changer nos perceptions, nos façons de voir le corps. C'est pour ça que le body positive était super intéressant parce que on disait pour la première fois qu'une personne grosse pouvait être belle. Tu sais, c'était quand même révolutionnaire à l'époque. Qu'une personne en situation de handicap, en fauteuil, peut être belle aussi. Tout à fait. Tout à fait. Ben Mais Ça a été super intéressant, important, mais c'est aussi très social comme problématique, je trouve, l'estime de soi. Parce que les classes sociales, les axes d'oppression vont avoir un impact. Absolument. Ben, écoutez, est-ce qu'il y a des gens qui auraient un commentaire à rajouter sur ce qui peut influencer
l'estime de soi. Moi, Attends, oui. J'ai renversé mon verre. Voilà. Alors, on sait que les gens de couleur ont travaillé fort pour qu'on reconnaisse leurs valeurs. Mhm. Maintenant, on les voit beaucoup plus en ondes. Mhm. Il y a les personnes trans, justement, des personnes avec une sexualité différente qui sont sorties du garde-robe, Mhm. mais je pense que c'est nous autres qui sommes la troisième après, là. La troisième vague. Les personnes Ouais. handicapées, on Ouais. n'est pas assez vus. On ne parle pas de nous dans les téléromans et tout ça. On ne connaît pas cette réalité-là C'est vrai. et on va essayer de faire changer ça tranquillement. J'aurais une question. Oui, vas-y. Oui. Pourquoi tu penses que c'est comme ça? Pourquoi que tu penses qu'on est encore, là, on est le dernier groupe à être en arrière, comme tu dis? Ben écoute, on parle de beauté, là, c'est sûr et certain que c'est pas habituel, on ne voit pas ces gens-là tous les jours. On a j'imagine, un certain jugement au niveau de l'apparence physique. Mm. Ça joue sûrement, certainement. Katia, elle a une question. Oui. Fait que c'est comme une extension de ce que François a dit. Ouais. Moi, je pense que c'est un malaise généralisé. Les Mhm. gens nous approchent pas exemple, quand je vais dans des événements, mettons, des concerts extérieurs, je me fais même pas fouiller par les sécurités parce que ils ont peur de faire de quoi de pas correct Ouais, ou, tu sais, c'est comme, je vais te considérer comme tout le monde. C'est parce que là, aujourd'hui, j'ai juste ma canne. Bon. Mais quand je vais dans un événement, ben, je vais peut-être avoir un déambulateur, je vais peut-être avoir un fauteuil. Mm. Puis, je sens la différence entre C'est les ça. deux. Les Mm. gens vont me dire des commentaires. Si j'ai mon déambulateur, à un moment donné, je me suis fait dire par un monsieur au Dolorama, t'es donc bien jeune pour avoir un déambulateur. Je savais pas qu'il y avait un âge, là. C'est ça. Fait que c'est vraiment comme Il y a tu un malaise. disais, Ouais. c'est le regard des autres qui fait en sorte que notre estime de soi va fluctuer, disons. Mhm. Mais oui, c'est très social, puis je pense que c'est ça, c'est un malaise social. Puis tu as raison, François, en disant qu'on est comme la troisième vague, là, parce que ce que je vois beaucoup présentement dans les médias, télé, films, publicité surtout, Oui, c'est c'est vrai. la part des personnes de couleur, les couples interraciaux, les couples de même sexe, et assez que je suis comme, OK, va-tu avoir comme plus de straight dans les pubs? Parce que là, on fait juste voir du politically correct. On va essayer d'ouvrir des nouveaux marchés à du monde qui maintenant sont acceptés, en Mm. gros guillemets, mais j'ai bien hâte de voir une annonce de la Banque nationale avec, je sais pas moi, une femme qui aide son mari à descendre de son fauteuil roulant. Ouais. Au lieu que ça soit deux filles qui font « Ah, chérie, fais le truc, tu sais. » En tout cas, ça va venir, les choses viennent C'est ça. lentement, mais Changer les mœurs. comme on hein. parlait, les éléments qui faisaient une beauté parfaite il y a 20 ans sont appelés à être modifiés. Fait que Oui. voilà. Merci beaucoup. On va continuer avec les prochaines questions, mais j'apprécie beaucoup les interventions et les commentaires. Effectivement, il y a beaucoup de démystification qui doit être fait par rapport à la réalité de vie des personnes en situation de handicap, qu'on les voit, qu'on les entende, qui fassent partie du quotidien. Et c'est le concept aussi de la pleine participation. Tu sais, il y a tout un droit à participer aux événements et c'est ce qu'on essaie de faire ce soir, justement, c'est de faire briser les tabous, mettre les discussions sur la table et de faire en sorte qu'on arrive à trouver des solutions. Donc, Sarah, dernière question. Est-il possible d'avoir tout le temps une bonne estime de soi? Je pense qu'on en a parlé un peu, mais C'est ça. je te laisse y C'est aller. ça. C'est un peu ce que le body positivity encourage, mais c'est mettre un poids trop grand sur l'individu. Puis non, ce n'est pas possible, selon moi, là, d'avoir une bonne estime de soi tout le temps. C'est normal qu'à certains moments, selon la santé mentale, tu sais, dans les causes, j'ai oublié de le mentionner, mais la santé mentale est autant une conséquence qu'une cause de l'estime de Oui, soi. oui. Puis c'est normal que certains matins, je me lève, puis que ça me tente pas de me trouver jolie ce matin-là, que j'ai un bouton d'en face. Je suis comme, ben non, aujourd'hui, je me sens pas belle, C'est puis ça. c'est bien correct.
Comme tout le monde. Comme Mais ça, c'est ça. je pense que ça vaut à tous, que tu sois de couleur noire ou petite, grosse, jeune, vieux, personne handicapée. On a tous des journées qu'on se sent vraiment pas bien, Mhm. qu'on se sent pas belle. Des fois, on sait même pas pourquoi. On a des journées comme ça. Puis le lendemain, ben, on est sur un autre air, puis là, ça va mieux. C'est comme ça. Exactement. C'est sûr, effectivement, qu'on ne peut pas toujours être égal sur tout ça, mais il y a définitivement des choses qui doivent faciliter plus pour les personnes en situation de handicap, d'avoir des modèles, si je comprends bien de ce qu'on a dit tout à l'heure, d'avoir des modèles, d'être capable de se regarder avec une espèce d'au moins de neutralité, puis d'avancer. Donc, toutes ces choses-là, effectivement, c'est important. Puis de socialiser. Je pense que la socialisation est très, très importante pour arriver justement à avoir des contacts avec des gens qui avoir un retour positif et d'apprendre à aussi vivre avec les retours pas toujours positifs, mais ça fait toute partie d'un apprentissage. Donc, je pense que c'est très intéressant Puis, je pense comme que c'est discussion. important aussi pour chacun d'entre nous de faire des petits pas Ouais. à chaque jour. Mm. Tu sais, même s'il suffirait de aujourd'hui, je me mets belle, je mets ma robe que j'aime le plus, je me mets un petit peu de rouge à lèvres, je sais pas, je me mets un parfum, une cologne, puis je sors, puis c'est comme un petit pas qui fait que tu peux rencontrer quelqu'un. Puis même si tu rencontres pas personne, toi, ça te fait du bien de sortir, de voir qu'est-ce qui existe dehors. Puis c'est comme ça qu'on travaille aussi sur notre estime de soi. Parce que ça se fait pas du jour au lendemain, hein. Ça se fait vraiment petit pas par petit pas. Puis c'est un cheminement de longue durée. Mais je pense que c'est à nous aussi d'oser, puis de vraiment se dire, il n'y aura pas personne qui va le faire à notre place. C'est à nous de le faire aussi, tu sais, de travailler sur nous. Je pense que ça, je ne vais pas assez le répéter assez C'est ça, oui. pour vraiment... Ça tombe pas du ciel. Non, exactement. Comme je dis souvent, il n'y a pas personne qui va venir cogner à ta porte pour te dire, hey, allô, France, ça te tente-tu? On va faire ci, on va faire ça. Non, malheureusement, ça arrive pas comme ça. Alors, il faut vraiment aller vers les autres ou, comme je vous dis, travailler sur soi, faire des petites choses qu'on aime. C'est ça. Merci. Est-ce que avant qu'on passe à la prochaine partie, est-ce qu'il y a des gens en ligne qui auraient quelque chose à témoigner? Bon. Est-ce qu'on voit tout le monde? Je suis pas sûre, hein? Oui, tout le monde est, Oui. tout le monde. OK. Si quelqu'un parle, quelqu'un ouvre son micro, on l'entend tout de suite. Donc, OK. on va pas hésiter. Donc, n'hésitez pas si vous voulez tout simplement ouvrir votre micro, si le cœur vous en dit. D'accord? Alors, prochaine étape. Ah oui, là, il faut qu'on recommence avec la souris. Ouais, j'essaie de la mettre. Si je mets mes lunettes. Ah, OK. À droite, mais je ne serais pas supposée aller à gauche. Ah, je l'ai. Regarde, bougez pas. Et voilà. Bon. Alors, là, ça, je vais enlever ça ici. Donc, France, maintenant, va poser les questions, en fait. Et là, j'espère que la salle virtuelle va participer. Les questions qui t'interpellent. Donc, toi, la première question était, d'après toi, et c'est ce qu'elle pose aux gens qui sont ici ce soir, est-ce qu'il est plus difficile de trouver l'amour lorsqu'on est une personne en situation de handicap? Donc, je te laisse ouvrir la discussion. Oui, ben, si je peux parler un petit peu, Vas-y. c'est mon opinion à moi. J'aimerais entendre justement la vôtre. Moi, oui, c'est vrai, on va pas se faire des
des histoires, c'est plus difficile pour nous, pour les raisons que Sarah a très bien expliqué tantôt. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de modèles, on ne se voit pas beaucoup dans les médias, dans les séries. Donc, ben c'est ça. À cause de ça, on a de la misère à nous-mêmes se projeter face à des relations. C'est comme si on se donnait pas le droit C'est ça. nous-mêmes d'avoir cette chance-là, cette possibilité-là de vivre ça. Alors, est-ce que c'est plus difficile? Oui, c'est plus difficile. Sauf que j'aimerais dire que c'est pas plus difficile qu'une autre personne nécessairement. Je pense que souvent, les personnes handicapées, on dit, ah, c'est plus difficile parce que justement, je suis une personne en situation de handicap. C'est pour ça que lui ou elle veut pas de moi. Mais il faut arrêter de penser ça tout le temps parce que je pense qu'il y a, je connais pas les statistiques, là, mais il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui sont célibataires, puis c'est pas tous des personnes en situation de handicap. Non, c'est ça, effectivement. Alors, Vas-y, Il y Sarah. a une oui. étude qui montrait qu'on atteint les taux de célibat les plus hauts présentement. Là. Fait que clairement, c'est pas le Ah oui, handicap non, c'est ça. qui le crée. Là. Il y a beaucoup plus de barèmes, de paramètres là, qui jouent là-dessus, dont les applications de rencontres. C'est tellement facile de rencontrer quelqu'un d'autre que beaucoup de gens travaillent très peu sur leur relation, en fait. Fait que, ouais, on atteint vraiment les taux les plus hauts. Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. OK, tout à fait. Donc, Alors, c'est pas... j'aimerais entendre votre opinion. Je vous ai donné la mienne un petit peu sur ça. Est-ce que quelqu'un veut... Peut-être Katia? Oui, vas-y. Absolument. On a des gens en présentiel dynamique. Si on extension un peu avec ce que tu disais par rapport au site Internet, une difficulté, par exemple, que j'appelle une espèce d'écrémage naturel qui se fait parce que j'ai décidé au fil du temps, là, je suis plus sur les apps de rencontre en passant, mais dans le temps, je me demandais au début si je devais dire que j'ai la sclérose en plaques. Et quand, en fait? Est-ce que c'est quand je vais considérer que je fais un petit peu plus confiance à l'autre, que je le connais mieux, bon, quoi que ce soit. Mais finalement, l'écrémage se fait parce que j'ai décidé de le dire dès le début. Parce que je me dis, si ça te tente pas là, on poursuit pas. Et c'est RuPaul qui disait ça, que l'opinion des autres ne m'importe pas. L'opinion que les autres ont de moi ne m'importe pas. Fait que si quelqu'un me dit, ben, ah, écoute, non, ça me tente pas, j'ai pas envie, passe un autre appel, ben, ça m'appartient pas. Je veux dire, ça appartient aux gens, puis c'est difficile de considérer ça parce que oui, on se sent rejet. Je veux dire, mais à un moment donné, je veux dire, c'est ça, tu décides que tu te mets en premier, puis peut-être que les sites Internet sont pas la meilleure chose pour faire ça, puis surtout pas pour augmenter son estime de soi. Là. Ouais. Certainement pas les sites ou les applications de rencontres non inclusives. Hein. Voilà. Et voilà. Voilà. Et voilà. Ça, c'est d'ailleurs ce à quoi on essaie de répondre chez Nolu, parce que c'est effectivement la grande tare des sites de rencontres grand public, c'est justement cet instant fatidique où on dévoile son handicap et là, comment on vit avec ça. Donc, c'est sûr qu'un endroit où on est déjà entre des gens qui sont ouverts, pas tous des gens en situation de handicap, mais des gens qui sont ouverts, qui comprennent cette transparence-là, puis cette diversité-là, c'est déjà un grand pas qui va certainement aider à l'estime de soi. On l'espère sincèrement. Donc, c'est ça. Y a-t-il Steve, t'as-tu, vas-y donc, oui? Mais moi, en partant, vous parlez au début de l'image de soi, de l'estime de soi. Je pense que ça part de là. Si déjà la personne qui est en situation de handicap a une bonne image de soi-même, une bonne estime de soi-même, elle va sûrement, de toute façon, quand elle va dégager avec les autres, va être plus positive. Donc, on va être moins porté à voir son handicap. Moi, il y a plusieurs personnes qui m'ont souvent dit ah, t'es handicapé, je m'en rends même pas compte. Ouais. Ça dépend. Tandis que d'autres personnes qui ont moins d'estime d'eux-mêmes vont être plus gênées, plus renfermées. Peut-être que le handicap va sortir un peu mieux, un peu plus. Il y a ça aussi.
Mais c'est vrai aussi, comme Cassia disait, quand on va dans des sites de rencontres, ben là, tu fais face à la masse. Puis devant la masse, ben souvent, ben, le fait qu'elle soit handicapée, ben il faut. Des fois, souvent, c'est une barrière qu'on a, là. Ouais. Puis par rapport aux femmes, ce que je me suis rendu compte, c'est le phénomène que j'appelle le phénomène de ma tante. Moi, ce que j'appelle ma tante, c'est les femmes qui sont bienveillantes. T'annonces que t'es handicapé, puis ah, pauvre toi, c'est pas drôle ce que tu vis. Ben ça, faut quand Katia parle de l'écrémage, Oui. ben c'est ça, là, il faut faire le tri dans ces situations-là, même si ces femmes-là sont bienveillantes. Mm. Ben c'est évident que moi, si je vis à rencontrer une femme, ben je veux une femme qui soit mon égale. Mm. Je veux pas une aide-soignante, une infirmière qui va veiller à mon bien-être tout le Oui. temps, ben, etc. Surtout pas quelqu'un qui a pitié de toi. Non, non, c'est ça, on veut une relation d'égal à égal. Fait que je pense que quand on est Exactement. en situation de handicap, il y a cette situation-là qui apparaît. Mm. Que les gens dits normaux, qui n'ont pas de situation de handicap, vont pas avoir à rencontrer dans leur vie, c'est clair. Ouais, ouais. Mais cela dit, c'est clair que ce qu'on disait tantôt, qu'il y a beaucoup de personnes célibataires, ben, il y a plein de situations où les gens ont des difficultés aussi à rencontrer des gens de façon générale. Je pense Totalement. que quand on est en situation de handicap, ben, c'est dommage, mais c'est une barrière souvent de plus à franchir. Absolument. Ouais. Merci beaucoup, Steve, de ton intervention. Alors, l'autre question que France posait, c'est comment on fait pour connaître ses besoins quand on se cherche, justement, un copain, une copine. Alors, comment est-ce qu'on arrive? On n'est pas, en fait, on vient de déterminer que toute personne se pose des questions quand il doit s'engager dans le chemin d'aller rencontrer quelqu'un. Donc, c'est sûr que quand on est en situation de handicap, il y a certainement des questions qui se posent. Alors, je te Ouais. laisse. Ben, c'est sûr que connaître ses besoins, premièrement, c'est de se connaître soi-même. Alors, il faut, je pense que ça aussi, ça va aussi avec l'âge. Plus qu'on vieillit, plus qu'on se connaît. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est très normal qu'on apprend à se connaître aussi par nos expériences de vie et aussi des fois par les déceptions, les combats, les victoires, aussi nos intérêts. Si toi, tu réalises que tu es bonne dans la peinture, ben c'est sûr que c'est un point. Tu vas savoir que toi, tu es un artiste, puis tu apprends à développer ton art. Mais ce que je veux dire, c'est aussi de se connaître, même qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Je pense que ça, c'est pas assez, peut-être, exploré des fois chez les personnes handicapées, parce qu'on est souvent on dirait que, je veux pas non plus généraliser, mais encore là, vu qu'on est peut-être plus aidé par les autres, des fois, comment je pourrais, c'est les autres, des fois, qui décident pour nous Oui. ou qui, des fois, font des choses pour nous. Alors, peut-être que les besoins des autres deviennent nos besoins, Oui. mais c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça qu'il faut faire. Alors, moi, je reviens à nous, c'est de vraiment se connaître, apprendre même à se regarder. Moi, je me souviens quand j'ai commencé à travailler sur mon estime de soi, j'ai pris une caméra, puis une journée, un après-midi, j'ai pris des photos de moi sur tous les angles. Puis après, je me suis regardée, puis j'ai dit, oh mon Dieu, j'avais pas remarqué que, je sais pas, mon dos est comme ça, mes épaules sont comme ça. Finalement, j'ai des beaux yeux. Finalement, tu sais, il y a une partie de moi que j'aime moins bien. Mais ça fait partie du processus de se connaître. Puis, veux pas, c'est comme ça aussi qu'on démontre à l'autre personne ses besoins aussi.
Parce que si toi, tu te connais pas, comment tu peux, comme on dit, demander à l'autre Ouais. de te connaître puis de satisfaire tous tes besoins et tes demandes. Mhm. Puis ça, ben, on sait que ça se fait pas, tu sais. Très bon point. Très, très bon point. Puis je pense que un des aspects, en fait, qu'on remarque beaucoup puis qui est souvent soulevé, c'est que les décisions sont souvent prises par un entourage autour des personnes en situation de handicap, jusqu'à un moment donné, se confondre avec ce que la personne veut, puis ce que les gens autour d'elle veulent. Et ça, c'est pas évident parce que ça va chercher dans l'estime de soi au départ, Exact. comme on disait, est-ce qu'on est capable de s'exprimer? Est-ce qu'on se donne le droit d'exprimer ce qu'on veut, quitte à ce que ça déplaise à quelqu'un qui nous aide? C'est pas des situations faciles et il n'y a pas beaucoup d'endroits pour les personnes en situation de handicap pour parler. De prendre la parole. De prendre la parole. C'est pour ça que c'est tellement important ce soir de prendre la parole pour ceux qui peuvent la prendre, parce que aussi, c'est une habitude. Même moi qui donne l'impression d'être très à l'aise à parler en public, c'est pas venu facilement dans tous les Zooms de prendre la parole, de lever la main et de me donner le droit d'avoir une voix, VOIX, et de le dire. Donc, plus on aura des occasions comme ce soir de parler, de dire ces choses-là, puis une personne à la fois, hein, toi tu disais tout à l'heure, un petit pas à la fois. Nous, on veut qu'une personne à la fois arrive à s'exprimer, à dire une chose qui participe à faire avancer son cheminement. Et c'est ça qui est important. Est-ce que François, tu avais quelque chose à dire sur ça? En train d'oublier, mais Ça arrive. là, ça, je m'aime pas bien dans ce temps-là. Mais attends un peu, là, Alexis. Je disais, ben là, c'est moi qui. Je disais que c'était important une personne à la fois, Oui, bon, OK, là, mon point est revenu, là. Ouais. C'est que quand on se cherche à savoir qu'est-ce qu'on veut, si on n'a pas eu de relation du tout, si on n'a jamais fait de test, c'est assez difficile de savoir où on s'en va. Alors moi, je prêche l'échec parce que c'est pas parce qu'on a un handicap qu'un échec amoureux va être plus difficile à vivre pour nous que pour quelqu'un d'autre. Ouais. C'est la même affaire, le même drame, mais il faut les vivre, ces drames-là, pour se bâtir. Mais quand on n'a pas vécu ces échecs-là, peut-être parce qu'on est trop protégé autour, c'est pas la meilleure chose, d'après moi. Bon, D'après moi, je prêche l'échec. il prêche l'échec, on va garder ça. Pour arriver à la réussite, évidemment. Là, Ben on oui. prêche pas l'échec pour l'échec. Pour l'échec, oui, c'est ça. Mais bon point, parce que c'est vrai que on a souvent des commentaires que l'entourage des gens en situation de handicap surprotège des fois jusqu'à même empêcher de vivre certaines expériences qui sont bénéfiques. Il faut faire de l'éducation aussi de ce côté-là, C'est ça. je crois. Oui. Il faut faire l'éducation auprès de l'entourage. Tu sais, encore une fois, moi, quand j'ai eu mon premier copain, j'ai dû éduquer mes parents parce que eux, même si j'avais jamais vécu ça, c'est ça, ça a été pour eux, comme on dit, pas un choc, mais quasiment, là, tu sais. Alors, eux aussi, ils ont appris à travers ce cheminement-là. Puis même les aides qui venaient chez moi, eux aussi ont vécu comme un peu cette expérience-là aussi à cause de moi. Alors, c'est vraiment c'est vraiment de l'éducation qu'on fait aussi aux autres. Puis ça revient aussi à qu'est-ce qu'aussi on projette aussi. Parce que c'est nous aussi qu'à un moment donné, il faut dire, regarde, c'est mon expérience, c'est mon choix, je suis un adulte, laissez-moi vivre qu'est-ce que je veux vivre. Puis si je me casse, comme on dit en bon québécois, la gueule, ben c'est ça, comme tu dis, François,
ça va arriver, tu sais. Puis la prochaine fois, ben ça va mieux aller. Puis les gens autour de toi aussi vont être habitués parce qu'ils l'ont déjà vécu. Oui, aussi. Alors, eux Oui. autres aussi, la deuxième fois, ils vont dire, ah, c'est correct, j'ai confiance en C'est elle, ça, on va j'ai y arriver. confiance en lui, Oui. elle n'est pas morte, ils vont se débrouiller. C'est comme ça, c'est ça. Oh, très, très bon point. Mais si je Vraiment. peux Oui, rebondir là, vas-y, là-dessus, oui. ce que tu nommes là, la surprotection des pères, des parents, des Oui, correct. aidants autour des personnes en situation de handicap, on la voit énormément. Puis, tu sais, je le disais tout à l'heure que les personnes en situation de handicap sont souvent perçues comme étant asexuelles. Puis pour moi, c'est parce elles sont souvent perçues comme étant plus enfants. On les infantilise énormément. Puis des enfants, on assume qu'ils n'ont pas de sexualité, évidemment. Et donc, on projette cette même chose sur les personnes en situation de handicap. On a donc bien peur, puis on oublie que c'est des humains, comme tu as dit, une adulte, même un ado qui voudrait explorer sa sexualité aurait amplement le droit. Là. Puis on a peur que la personne ne soit pas capable de se défendre. Et c'est pour ça que ça revient aussi à l'éducation sexuelle, mais aussi l'éducation, comment mettre ses limites aussi. Tu sais, ça sera un autre thème à un moment Oui, donné, on mais en aura. tu sais, comment mettre ses limites, le consentement, tu sais, c'est ça, c'est ton choix à toi. C'est pas le choix de tes parents, c'est pas le choix de tes aidants, c'est même pas le choix de tes amis ou ton frère, ta soeur, ta tante, ou ton professeur. C'est toi, tu es un adulte, tu as le droit de décider pour toi. Puis même, c'est même pas le choix de ton conjoint ou de ta conjointe. C'est ton choix à toi. Katia, vas-y. Attends le micro, par exemple. Ça me fait penser à un documentaire que j'ai vu qui s'appelle Yes, We Fuck. Et ça. Ouais. T'as-tu vu ça? Bon, c'est ça. Fait que c'est. Pardon? Ouais, c'est yes, 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 we fuck. Tu sais, dans le sens où est-ce que, ben c'est ça, nous autres aussi, ça nous arrive. Et j'aime beaucoup le côté, personnellement, de sensibiliser les gens. Comme, je dirais pas de leur rentrer notre information puis notre réalité dans le fond de la gorge, mais de les sensibiliser pour que la prochaine fois, ben, ça se peut que la situation soit plus passable ou que ça passe plus doucement, pardon. Puis dans ce film-là, quelque chose qui m'avait marqué, c'est qu'il y avait une femme qui avait plus ses capacités de bouger, mettons, et qui avait quand même gardé la capacité de ressentir le toucher. Donc, c'était extrêmement frustrant pour cette dame-là, juste de même pas être capable de se gratter le nez. Là, bon, et il y avait je me souviens plus dans quel pays, mais il y avait des travailleuses du sexe qui étaient là et c'était même pas, c'était plus du côté sensuel que sexuel, je dirais, parce que, disons, on va dire, l'aidante, là, dans ce cas-là, ne faisait que prendre la main de la dame et la passer sur son propre visage ou sur ses bras, ses seins, et puis, je veux dire, le bonheur de cette femme-là, juste dans ces moments-là, puis c'était pas compliqué, puis il y avait pas de malaise, puis tous ces stigmas-là, ils n'étaient pas présents. Et dans un futur, j'espère, rapproché, ça va être des jobs qui vont être créés à un moment donné, puis qui vont être acceptés. Puis voilà. C'est des grands débats de société qui, évidemment, sont au cœur de, justement, le droit à l'autonomie, hein, l'autodétermination des personnes en situation de handicap. Et oui, vas-y. C'est l'importance de s'approprier son corps. C'est ça aussi. C'est vraiment, comme tu viens de dire, Katia, c'est ça, c'est comme ça aussi qu'on connaît ses besoins. C'est aussi de connaître son corps par le toucher. On a tous des parties du corps plus érogènes, moins érogènes. On est plus sensible à certaines. Alors, ça aussi, ça fait partie de, comme tu viens de dire, ça, je pense que c'était en Australie qu'ils faisaient ça. Ouais. Puis, c'est ça, c'était l'importance de pouvoir se toucher. Puis, prendre un miroir, de se regarder.
c'est vraiment... Transformant. Oui, ça transforme la personne. Tout à fait. Exactement, oui. Oui, oui, exactement. Puis ça a clairement des impacts sur l'image corporelle et l'estime de soi, là, de pouvoir se toucher, de pouvoir sentir son corps, de pouvoir ressentir du plaisir. Puis de pas trop être non plus dur avec soi-même. Parce que c'est sûr qu'il y a des parties de notre corps qu'on va pas aimer. Mais c'est de trouver aussi la partie de son corps qu'on aime. Parce qu'il n'y a pas une femme ici, il n'y a pas un homme ici qui va dire que je m'aime à 100%, là. OK. T'sais? Focus sur ce que t'aimes plus que ce que Exact. Fuck, c'est ça. Fuck, qu'est-ce J'essaie que t'aimes de pas, reprendre ma souris. c'est ça. Non, ça marche pas. Sur cet écran-là, je pense que c'est vraiment à droite. Non. Non. Je ne la vois pas du tout. Lunettes, pas lunettes. Là. Ouais, elle est là. C'est pas en direct. Là, tu la vois aussi. Ah, OK. Ok, non, Ouais. Faut pas que j'aille vite. Bon, OK. On va mettre ça en haut comme ça. OK, donc, une question. Bien, effectivement, on a parlé justement de l'importance de l'estime de soi. La prochaine question est pas juste de le constater, mais comment peut-on faire pour améliorer la confiance en soi et son estime de soi-même? Alors, hein? Ben, c'est sûr qu'on a touché pas mal des petits points tantôt. Oui. Je pense que c'est ça, c'est comment c'est de se connaître, premièrement, savoir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, peut-être aussi de peut-être se découvrir une passion, un intérêt. Mhm. C'est souvent à travers c'est ça, un intérêt ou quelque chose qu'on aime faire qu'on peut développer aussi notre estime de soi parce qu'on va se trouver bon, on va se trouver bonne, on va être fier de nous, on va dire waouh, je suis capable, mon Dieu, je suis bonne. Puis aussi les autres personnes vont dire hey, c'est vraiment bon, qu'est-ce que tu fais, tu es vraiment bonne. Alors c'est ça, je pense que c'est comme ça aussi qu'on peut développer notre estime de soi en se trouvant quelque chose qu'on aime faire. Puis des fois, ça peut nous amener aussi à travers cet intérêt-là à rencontrer d'autres personnes qui ont le même intérêt que toi. Alors, souvent, c'est comme ça qu'on rencontre des amis, des partenaires, tu sais, parce que toi aussi, t'aimes je sais pas, le bowling, puis, tu sais, t'es bonne, lui aussi, il est bon. Ah, ben, sais-tu, hein, ça te tente-tu vendredi, on va y aller ensemble, on invite des amis, puis des fois, ben, ça peut finir en petit café, puis tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver, tu sais. Alors, c'est ça, mais tu sais, je pense qu'on a touché pas mal à des points tantôt. C'est pas mal ça. Vas-y. Par rapport à l'image corporelle, c'est sûr que moi, je parle plus d'image corporelle, puisqu'en sexo, le corps est super important. Fait que déjà, j'ai des petites pistes de solutions, là. Individuellement, une stratégie, c'est de faire du ménage de ces réseaux sociaux. Ouais. Tu sais, si je like toutes les jolies jeunes filles super minces qui mettent de l'avant leur beauté, ben c'est normal qu'à la fin de la journée, ben quand je me regarde dans le miroir, je me trouve peut-être trop grosse, tu sais, par exemple. C'est de faire du ménage, d'aimer des comptes de personnes en situation de handicap quand on est en situation de handicap. Si je suis une femme grosse, une personne grosse, peu importe, d'aller liker des personnes qui ont un corps qui me ressemble, ça change énormément la donne. Mais moi, en tant que personne mince, d'aller liker des corps de personnes grosses, ça me déconstruit mon regard par rapport à la grosseur. Fait vraiment de faire un ménage de ces réseaux sociaux. On est censé se sentir bien quand on regarde le profil de quelqu'un qu'on suit. Puis même si c'est ton ami qui partage beaucoup de photos d'elle ou de lui, ben je pense que ça peut valoir la peine de faire un petit ménage même à ça, là, ou de cacher ses publications. Si à chaque fois que tu vois ces photos, tu te sens caca. Ouais, tu te sens mal, tu te sens déprimé ou tu te dis, oh mon Dieu, elle est plus belle que moi. En ce temps-là, tu fais un ménage, comme tu dis, c'est ça. C'est ça. C'est aussi de ne pas oublier que dans les réseaux sociaux, on essaie de se mettre en avant. C'est aussi de ne pas oublier qu'avec les réseaux sociaux, c'est que les gens essaient de se mettre en valeur. Donc, quand on voit une photo d'une belle fille super bien coiffée, etc., ben, c'est pas de s'imaginer qu'elle-même à 24 heures sur 24. Très bon point. Puis c'est ça, là. Fait que les fameuses images parfaites des réseaux sociaux, ben, ça peut être trompeur des fois. Là. Bon point. Il va falloir que tu redonnes le micro à Sarah. Merci.
Ben, c'est parfait parce que ça allait justement à mon deuxième point, c'est de développer un esprit critique Oui. face aux images. Je l'ai déjà dit, là, ça faisait partie des causes. Fait que développer un esprit critique, se rappeler que les photos, elles sont, ben, je vais utiliser le mot truqué, tu sais. Il y a une manière de prendre une photo pour, mettons, je veux mettre de l'avant ma longue jambe, je me mets comme ça, me faire paraître plus mince, je me pose d'une certaine manière. Donc, ça aussi, c'est d'avoir un esprit critique par rapport à ça. Par rapport au modèle aussi qu'on a, comme je disais, les modèles changent tout le temps, constamment. À chaque dizaine d'années, le modèle de beauté change. Fait que c'est impossible d'y correspondre, absolument pas. Puis de toute façon, il est très irréaliste, le modèle à la base. Fait que même si ça tombe que dans 2030, ça tombe que c'est mon corps qui est dans les modèles de beauté, ben, bon, je peux vous en aller avec ça. Oui. Mais c'est rare, en fait, Ça de peut rentrer être- dedans là, pour Oui. n'importe qui, en fait. C'est pas Oui, oui, réaliste, là, du tout, du tout. Mettre des vêtements à sa taille. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir, ben, je veux porter du 4, parce que du 4, ça voudrait dire que je suis mince dans mes pantalons. Ben, c'est pas du 4 qui te fait, malheureusement. Tu sais, c'est pas ça qu'il faut mettre, là. Fait que mettre des vêtements à sa taille, dans lesquels on se sent bien, souvent, on va paraître beaucoup mieux de toute façon, là. C'est ça. Écrire ce que notre corps peut et ne peut pas faire. J'avais trouvé ça comme stratégie. Fait que, tu sais, plutôt que de se focus sur les parties de notre corps qu'on n'aime pas, mais plutôt oui. faire une longue liste de ce que mon corps me permet de faire. Oui. Puis je l'ai répété plusieurs fois aujourd'hui, là. Oui. Merci. Dans cette même lignée, à un moment donné, ben, en fait, au début de ma condition de sclérose en plaques, j'ai perdu beaucoup de sensations physiques que j'ai retrouvées, mais pas au complet. Et j'ai décidé, comme instinctivement, de me concentrer sur, justement, comme on le disait tantôt, les parties positives plutôt que négatives, donc de me concentrer sur ce qui me reste plutôt que de pleurer ce qui me reste plus. Dans cette optique-là, là, c'est moi qui me rappelle plus où je m'en allais avec ça. Parce que Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer sa confiance en soi, là? Puis elle parlé oui, des, non, des- c'est des- ça, tu parlais des vêtements, des tout ça, tu vêtements, sais, c'est bon. ça. Je veux dire, j'ai eu un passé trouble avec mon poids et ça fait partie des expériences de vie. Tu disais tantôt, pour se connaître, il faut avoir une expérience de vie. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que on n'est pas obligé de regarder ce qui s'est pas bien passé dans notre passé, mais on peut être fier de beaucoup de choses quand même. Puis si à un moment donné, ben, tu t'es bien senti parce que tu t'es mis dans ta confiance totale pour aller quelque part, par exemple. C'est une petite affaire. Ça peut être petit, c'est pas obligé d'être grandiose, là. Mais comme tu disais, il faut faire un effort avec soi-même, dans le fond, tu sais. Puis d'avoir un réalisme aussi par rapport à soi. Pas d'être fataliste, là, puis de tout penser que tout est négatif, mais d'être réaliste. Puis ça va aider à considérer en fait, à être heureux avec ce qu'on a, disons. Totalement. Y a-t-il quelqu'un d'autre avant que tu reviennes, Sarah, peut-être, François? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour améliorer ta confiance en toi? Ben, moi, évidemment, tu le sais, pas C'est mal. pour ça que je pose la question. Ben, moi, je m'entraîne beaucoup, puis Ouais. c'est quelque chose qui est bien important pour moi, pour mon estime de moi. Évidemment que mes performances au gym n'ont rien à voir avec le voisin d'à côté. Puis si je regarde trop autour de moi, je ne vais plus là. Ouais. Par contre, je peux vous dire qu'à chaque sortie du gym, je me sens bien. Et, c'est bon ça. J'ai un peu l'impression de m'être fait l'amour. Parce que l'entraînement physique, pour moi, c'est de l'amour que je me donne à moi et à mon corps, même s'il est différent, même s'il ne se sent pas bien partout, de l'aider à se sentir mieux, pour moi, c'est vraiment important. Ça, c'est un très bon point. Merci, François. Excellent point de trouver quelque chose qu'on aime. Mm. Il faut se faire plaisir. Ça, je pense que ça aussi, c'est un autre point qui nous aide aussi à mieux se connaître ses besoins, mais aussi d'améliorer notre estime de soi. C'est de se gâter
Tu sais, de dire, gars, aujourd'hui, je me trouve belle, je m'aime, puis sais-tu quoi? Je vais aller m'acheter une nouvelle robe ou je vais aller m'acheter un nouveau rouge à lèvres ou je vais aller me payer un café, tu sais. J'ai à 6 piastres, même si c'est 6 piastres, je vais aller me faire Sont chers, les plaisir. cafés. Ouais, ils sont très chers, les cafés, tu sais. Alors, je pense que c'est ça, c'est comme tu dis, c'est de se faire plaisir avec quelque chose qu'on aime. Un autre point que je voulais, parce qu'on a parlé tantôt euh, euh, d'une chose que moi j'ai fait, c'était aussi d'aller lire des articles de personnes en situation de handicap qui ont peut-être vécu un semblable de choses comme moi, Mm. justement pour me faire réaliser que je suis pas toute seule à vivre ça. Très bon point. Ça fait un Très point bon avec point. l'isolement que je nommais, là. Donc, en fait, Exactement. de lire d'autres témoignages de personnes comme Exact, toi, ça te ouais. fait te sentir moins seule, Ouais, ouais. exactement. Des podcasts, écouter des podcasts, se mettre dans, parce que tantôt tu parlais des réseaux sociaux, Mhm. faire le ménage. Mais de l'autre côté, c'est de trouver peut-être des groupes Qui de le font. gens qui Oui. sont comme toi, dans la même situation que toi, qui peuvent aussi amener leur expérience de vie, leur témoignage. C'est de ces gens-là aussi que tu peux échanger, Mhm. puis qu'à travers ça, tu peux réaliser que tu n'es pas tout seul, puis tu peux apprendre d'eux, comme toi, tu peux leur montrer aussi des choses. C'est comme ça devient un genre de partage. C'est ça, un Ouais, échange un vraiment échange, ouais. qui est Exact, basé sur une expérience de vie. exact. C'est souvent, tu sais, il y a tous les deux aspects de comprendre les choses, mais aussi quand on l'a vécu, Ouais. on a un point de vue Exact. tellement Différent, différent ouais. à l'entraide. Exact, Hein? exactement. Est-ce que tu Exactement, avais autre ouais. chose? Oui, j'ai quelque chose à ajouter là-dessus. J'ai vu là. Comment je vais approcher ça? Attendez un peu. En autant qu'on Ben, l'approche. tu parles, France, de rencontrer des gens qui vivent des choses similaires à toi et tout ça. Mm. C'est que premièrement, ce qu'on parle depuis le tout début, c'est les jugements de l'extérieur. C'est dur, bon, de toute façon, tout le monde est pris avec ça. Mais je pense que nous-mêmes, en personne en situation de handicap, on juge aussi et on a notre façon de voir le handicap. Ouais. Mm. Souvent, tu sais, on veut pas se faire juger, mais nous-mêmes, On critique. on critique, c'est Ouais. ça, Wow. exactement. Donc, tu sais, je pense que la balle n'est pas que dans l'autre camp, elle Puis nous dans notre appartient camp, également. ouais. Ouais. C'est un peu ça que je disais au début quand je disais c'est à nous de oser parce qu'il n'y aura pas personne qui va le faire à notre place. Non, c'est Et sûr. à nous, on est la solution vient de nous, hein. Absolument. Et, Ouais. le problème, c'est pas le problème des autres, c'est le problème aussi à nous. Donc la solution vient de nous aussi. Mm. C'est sûr. Très bon point, très bon point. Et qu'on essaie effectivement chez Nolu, c'est d'ouvrir les horizons et de faire en sorte que des personnes de tout type de handicap, pas juste ouverts, tu sais, on nous dit souvent, Nolu, vous voulez mettre les personnes en situation de handicap dans un ghetto, mais je réponds, mais c'est la médecine qui fait ça déjà, parce que quand on a un diagnostic, à partir du moment où on a un diagnostic, on est mis dans des groupes tous pareils et au moins de rencontrer des gens qui ont différents types de handicap ou qui en ont pas ou qui ont le même. C'est ça un peu, je pense que ce que tu voulais dire, c'est que tout le monde est habitué de se voir avec des gens du même handicap. Ouais. Et que ça aussi, c'est important d'ouvrir les horizons et d'ouvrir les cloisons entre tout le monde et de faire en sorte qu'on devienne une vraie grande diversité, autant en termes de situation de handicap que les grandes diversités GLBTQ, raciales, etc. Donc, c'est un grand défi, puis qui demande petits pas Petit pas. Un pas à la fois. et de se responsabiliser. Ça, c'est une chose qui est importante aussi parce que
à l'envers de l'infantilisation, ben, ça prend des gens qui se responsabilisent face à leur expérience de vie. Ouais. Donc, on est toujours un peu entre tu sais, de différents mouvements. Puis ça vient avec la pratique, hein. Faut pas avoir peur, Mm. comme on parlait tantôt de l'échec. Ça Mm. va venir avec la pratique. C'est ça. Ça sera pas parfait au début. Puis il n'y a pas non plus de bonne façon de faire non plus. Mm. Comme tu disais, on est toutes, malgré on est tous dans la catégorie des personnes en situation de handicap, Mm. on a tous notre handicap qui est très, très différent. Donc, on aura tous aussi notre manière de faire en sorte qu'on va trouver la solution. Mm. Ça vient de chacun d'entre nous Ouais. à la trouver, tu sais. Mm. Totalement. Est-ce que Ouais. tu avais quelque chose à... Ben, je finis juste avec, tu sais, Ouais. j'ai nommé des pistes de solutions individuelles, mais Oui. socialement aussi, il y a des choses qu'on peut faire. Déjà, d'éviter de faire des commentaires sur le corps, sur la capacité, sur l'intelligence d'une personne au grand possible. Mm. C'est même se féliciter quelqu'un qui a maigri. Il faut faire attention, parce que derrière quelqu'un qui perd du poids, ben, des fois, il y a peut-être une santé mentale qui va moins bien. On ne féliciterait pas quelqu'un qui prend du poids alors qu'on pourrait très bien, peut-être que la personne, c'est ça son but. Mais de Oui. faire très attention aux commentaires qu'on fait sur les personnes. Ouais, ouais. C'est super important. Puis, c'est ça. Puis en fait, c'est pas des compliments souvent là, qu'on fait un commentaire sur le corps d'une personne, sur sa capacité intellectuelle, cognitive, sur sa différence. Il faut faire bien attention. Là. Même si au départ, ça semble bienveillant. C'est ça. Moi, Ouais. je pense que tout le monde ici a déjà reçu un commentaire sur son corps dont il se rappelle encore, là, Mhm. qui nous a marqué. Puis ça a peut-être pris des années avant qu'on s'en défasse de ce commentaire-là. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai. Bon point. Totalement. Donc, c'est ce qu'on disait, je pense que la dernière question, c'est en fait la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je m'aime? Et face à ça, après ça, est-ce que je suis en mesure d'aimer quelqu'un Oui, d'autre et exactement. de recevoir cet amour-là? Cet amour-là, parce Ouais. que, encore là, ça part de nous. Puis, tu sais, comme on parlait tout au long de cette heure et demie quasiment, c'est que, euh, ben c'est ça, on peut pas non plus s'aimer du jour au lendemain. Mhm. Tu sais, puis il y aura des journées qu'on va moins s'aimer, qu'on va se trouver moins jolie, qu'on va se trouver peut-être un petit peu plus nounoune, comme on dit. Mais, tu sais, à la base, il faut essayer de focuser sur qu'est-ce qu'on aime de nous-mêmes, Mm. qu'est-ce qu'on trouve beau de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on a réussi, nos réussites. Mm. Tu sais, il y en a beaucoup qui ont été à l'école longtemps, qui ont fait des... Tu sais, ça peut être à travers notre carrière, à travers un intérêt, à travers un sport. Mm. Tu sais, mais c'est ça, c'est à travers ces petites choses-là. Puis c'est sûr que s'aimer, tu sais, moi, il y a des journées que je m'aime pas, puis il y a des journées que je m'aime un petit peu plus. Mhm. Puis c'est ça, il y a des journées que je m'aime beaucoup, puis c'est ça, c'est pas noir ou blanc, tu sais. Oui, c'est ça. La tendance qu'on a aussi à vouloir projeter sur les autres qu'il faut qu'ils soient toujours heureux, puis il faut Ouais, qu'on soit non, toujours heureux. ouais, Je pense qu'il y a une façon d'arriver à vivre, ouais, que, si je comprends bien, exact. en jouant avec toutes les nuances, puis en s'acceptant avec toutes ces nuances-là. Puis il faut pas comme penser que l'autre personne va nous aimer à notre place. Mm. Ça aussi. Mm. Oui. Nos gens à la maison, est-ce que quelqu'un est assez brave pour débloquer son micro et nous faire part de ses commentaires? On est bien content que vous ayez été là avec nous. OK. Donc, écoutez, on est bien content que vous ayez été là. Prochaine fois, revenez nous voir et prenez le taureau par les cornes et partagez avec nous et posez des questions. On est là pour ça. Juste rappeler qu'effectivement, Nolu est là pour justement être cet élément fédérateur, aider aux personnes en situation de handicap d'avoir leur voix, VOIX, d'être en contact justement avec des gens qui peuvent les aider, écouter et comprendre
cette dynamique-là de la vie importante d'une personne qui est la vie amoureuse, sociale, sexuelle et physique, affective. Et c'est ça, amicale, tout ça, ça fait partie d'une vie réussie, pas parce que on a plus de gens autour de nous, mais parce qu'on est connecté avec un autre être humain. Alors, juste, est-ce que là, je vais avoir... y autre chose? Si je peux avoir la souris. Ah, oui, je l'ai. OK. Donc là, je m'en vais là. Donc, ben là, en ce moment, effectivement, on a lancé la version payante. Donc, juste vous dire qu'il y a quand même un mois d'essai pour tout le monde que vous puissiez bénéficier. Et très bientôt, on va annoncer un nouveau programme de jumelage pour donner la possibilité à des personnes de bénéficier du parrainage financier pour un abonnement annuel. Ça va être lancé dans le temps des fêtes. Alors, tous les détails dans le prochain Nolu Nouvelles et sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose dont on est très fiers, qui peut, tu sais, on le sait que les personnes en situation de handicap, jusqu'à un niveau, tu sais, on ne peut pas généraliser, mais il y a quand même des difficultés financières. Alors, il y a des gens qui se sont déjà avancés, qui sont déjà proposés à vouloir payer un abonnement pardon, à quelqu'un. Donc, on met ça en place et j'espère que pendant le temps des fêtes, ça va bien aller. Alors, sur ce, vraiment, je remercie France, je dis France, Sarah et France, vraiment, très, très, moi, j'applaudis. Merci beaucoup. Ça a été très enrichissant de voir un peu les concepts derrière tout ça, parce que ça nous aide quand même, j'espère qu'on m'entend, ça nous aide quand même à réfléchir après quand on rentre chez soi, de dire « Ah oui, c'est vrai, le body positivisme, puis il y a des choses derrière tout ça. » Et en même temps, bien, de bénéficier de ton expertise et de ton expérience à faire communiquer les gens qui étaient ici. Vraiment, j'apprécie. Alors, merci à vous autres aussi. merci à nos panélistes. Merci à François, Katia, Steve d'avoir été ici et à notre équipe technique qui a fait vraiment un travail extraordinaire pour cette première soirée hybride. Alors, merci à tout le monde. Et puis, je vous revois. On a une prochaine soirée Q&A au mois de mars sur la fluidité des genres. Alors là, ça va être un autre regard complètement différent sur les relations amoureuses. Alors, merci à tous et puis ben, à la prochaine. Alors, comment est-ce qu'on fait pour... Bye bye tout le monde. Bye tout le monde. Bye. Bye bye. Comment on fait pour enlever l'enregistrement? Le bouton record Le bouton record et... Alt-C. Ah, il est en haut. Alt-C. Alt-C, ouais. OK, on recommence Alt-C. OK. Donc, non, ça ne l'a pas fait. Ah, C'est ça, non, mais je le vois, là, il est en haut. c'est ça, on trouve la souris. C'est ça, puis on fait stop Et record. voilà. Bon, et voilà. Ça fait une chance.